La première fois qu'il a ouvert la trappe, il s'attendait à tomber sur le grand noir. Le noir pur, le noir vide, le noir qui avale les pensées. Mais ce qui l'a frappé, c'est l'odeur, pas l'odeur d'un parfum cosmique romantique. Non, quelque chose de métallique, d'âcre, de sale. Comme une poignée de pièces de monnaie chauffées au rouge, frottées dans de la rouille, puis plongées dans un seau de poudre à canon. Une odeur qui te colle au fond de la gorge, alors même que, techniquement, dehors, il n'y a pas d'air. Et pourtant, quand il a refermé, quand les combinaisons sont revenues à l'intérieur, cette odeur s'est accrochée au tissu, aux gants, aux joints, une trace de dehors, une trace de vide. Il a levé les yeux vers le hublot, persuadé de voir le néant absolu, et là, au lieu d'un gouffre noir, il a vu une chose beaucoup plus dérangeante. Une sorte de lueur, pas un projecteur, pas une étoile, une lueur diffuse, presque humiliant la promesse du titre qu'on nous vend depuis l'enfance. Dans l'espace, c'est noir, et c'est là que le malaise arrive, ce mélange qui fait grincer les dents. Si le cosmos n'est pas vraiment noir, alors qu'est-ce que? On regarde, chaque fois qu'on croit regarder le vide, qu'est-ce qui nous ment? Nos yeux, nos caméras ou notre cerveau? Parce que si tu es venu ici pour comprendre pourquoi le cosmos n'est pas noir, je te donne tout de suite la satisfaction brutale. Tu as raison de douter. Le noir absolu dans l'univers réel est plus rare qu'on ne l'imagine. Et le plus tordu, c'est que parfois, le noir qu'on te montre est un choix. Parfois, c'est une limite. Et parfois, c'est carrément une illusion fabriquée par ta propre biologie. Reste jusqu'au bout, parce qu'on va retourner cette idée comme un gant, et tu verras que le cosmos est un théâtre où la lumière ne s'éteint jamais vraiment. Elle se cache, elle se dilue, elle se fait humilier par l'exposition d'une caméra, elle se fait écraser par un soleil trop proche. Mais elle ne disparaît presque jamais. Imagine le paradoxe. Tu es dans l'espace. Tu n'entends rien, tu n'as pas d'air, tu n'as pas de vent. Et pourtant, tu es littéralement noyé dans un bain de photons. Tu es arrosé en continu par des particules de lumière venues du soleil, des étoiles, de la poussière, de la galaxie, et même de ce qui reste de la naissance de l'univers. La plupart te traversent, sans demander la permission. Certains finissent sur ta rétine. Et ton cerveau, lui, fait son boulot de magicien. Il trie, il compresse, il simplifie. Il te donne une image compréhensible. Et c'est là que la tromperie commence. Pourquoi alors ce cliché obstiné? L'espace est noir. Parce que sur Terre, le noir a un sens simple. Tu éteins la lumière, tu fermes les volets, la nuit tombe, ton salon devient sombre. L'obscurité est l'absence de photons. Dans le cosmos, l'obscurité est souvent une histoire de contraste. Le contraste, c'est la vraie bête. Le contraste, c'est ce qui transforme un océan de lumière faible en noir. Dès qu'une seule source aveuglante entre dans le cadre, et dans l'espace, tu as la source aveuglante ultime, le soleil. Même quand tu ne le vois pas directement, il est là et il domine tout. Regarde simplement la lune. On la voit blanche, douce, romantique. Pourtant, à midi, sur la lune, le sol est frappé par un soleil brutal, sans atmosphère pour diffuser et adoucir. La surface lunaire n'est pas un miroir parfait. Elle est plutôt sombre, presque gris charbon comparée à de la neige. Mais à cause de l'éclairage violent, elle te paraît éclatante. Et juste au-dessus de l'horizon lunaire, le ciel paraît noir. Noir, oui. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien? Non, c'est parce que ton œil est en mode « je survis à une lampe torche géante ». Il ferme le diaphragme biologique, il comprime la scène, il sacrifie les faibles lueurs pour ne pas se faire brûler par le reste. Ton œil n'est pas une caméra de cinéma, il est pire et meilleur à la fois. Meilleur parce qu'il s'adapte comme un animal traqué. Pire parce qu'il ment pour te garder fonctionnel. Fais une expérience mentale. Tu sors la nuit en pleine campagne. Au début, tu ne vois presque rien. Puis, après quelques minutes, tu vois les arbres, les herbes, et tout à coup, le ciel explose d'étoiles. C'est pas que les étoiles sont apparues, elles étaient là. C'est toi qui as changé. Dans l'espace, c'est pareil, mais en plus cruel. Tu peux passer d'un environnement éblouissant à un environnement faiblement lumineux, en tournant juste la tête. Une seconde, tu regardes un panneau éclairé dans la station. La seconde d'après, tu jettes un coup d'œil dehors. Et tes yeux disent « non, trop tôt. Je suis encore en mode intérieur. » Je vois noir,
Les caméras, elles, font la même chose, mais sans poésie. Une caméra doit choisir. Exposer pour les détails lumineux, ou exposer pour les détails faibles. Elle ne peut pas tout avoir en même temps, sauf en combinant plusieurs images. Et là, tu entres dans le royaume des traitements, des assemblages, des HDR, des corrections, de ce que certains appellent retouches, comme si c'était un gros mot. Et c'est là que naît un des plus grands malentendus modernes. On voit une photo spatiale, on voit un fond noir, on conclut, donc l'espace est noir. Alors qu'on devrait conclure, cette image a été exposée pour un sujet très lumineux. Le noir, c'est souvent un choix technique, pas une vérité cosmique. Un exemple brutal. Si tu photographies un ami devant un feu d'artifice avec ton téléphone en mode automatique, soit tu vois ton ami correctement et le feu devient une bouillie blanche, soit tu vois le feu magnifique et ton ami devient une silhouette noire. Est-ce que ton ami est noir? Non, il est juste sous-exposé. Voilà le cosmos. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin, dans un endroit où l'idée noir pierre vide commence à pourrir. On dit souvent, dans l'espace, il n'y a rien pour diffuser la lumière. Sur Terre, le ciel est bleu parce que l'atmosphère diffuse la lumière du soleil. Donc, sans atmosphère, le ciel devrait être noir. C'est vrai. Et c'est faux. C'est vrai pour une chose précise. La diffusion par l'air. Mais c'est faux pour le reste. Parce que diffuser ne dépend pas uniquement de l'air. Diffuser, c'est simplement détourner des photons. Et l'univers est rempli de détourneurs. Il y a de la poussière, partout. Pas de la poussière grise sur une étagère. De la poussière cosmique. Grains minuscules, glace, silicate, carbone, débris de comètes, restes d'étoiles. Des particules si petites qu'elles peuvent devenir des miroirs microscopiques. Et ces grains, ils font un truc implacable. Ils prennent la lumière du soleil et ils la renvoient dans toutes les directions. Tu ne la vois pas toujours, parce qu'elle est faible, mais elle est là. C'est cette poussière qui, depuis la Terre, peut créer une lueur subtile le long de l'écliptique. Une espèce de voile fantomatique, que peu de gens remarquent, parce qu'il faut un ciel très sombre et un esprit patient. Et dans l'espace, ce voile est toujours présent, comme une buée invisible sur la vitre de notre idée du vide. Mais ce n'est pas tout. Même quand tu t'éloignes de la poussière la plus dense, même quand tu quittes l'environnement des planètes, il reste quelque chose, de plus dérangeant encore. La lumière qui vient de partout, si uniformément, si patiemment, que ton cerveau n'a même pas envie de la considérer comme quelque chose. Parce que ton cerveau adore les objets. Les points, les bords, les silhouettes. Une lueur uniforme. Il la traite comme un fond. Un fond, il le jette presque à la poubelle. Et si ce fond est faible, il le classe dans la catégorie noire. Mais l'univers n'en a rien à faire de tes catégories. Les photons continuent de pleuvoir. Tu veux une image qui accroche? Imagine que tu es au milieu d'une pluie fine, mais que tu portes une combinaison qui te fait sentir seulement les gouttes les plus grosses. Tu lèves la tête, tu dis « Il ne pleut pas ?» Sauf que si tu enlèves la combinaison, tu réalises que tu étais mouillé depuis le début. Le cosmos, c'est une pluie fine de lumière. Et maintenant, on arrive au point où les gens se fâchent, parce que ça touche une zone sensible. Alors les photos de l'espace sont fausses? Non, elles sont partielles, elles sont cadrées, elles sont réglées. Elles sont honnêtes à leur manière, mais elles ne montrent pas tout en même temps. Et elles ne peuvent pas, parce que tout est trop large. Le vrai scandale n'est pas la retouche. Le vrai scandale, c'est notre naïveté face aux instruments. Quand une caméra filme un astronaute en pleine sortie, elle doit exposer pour l'astronaute. Combinaison blanche, reflet, visière. Si elle essaye en même temps de capter les étoiles faibles derrière, elle doit augmenter la sensibilité ou allonger le temps de pause. Et là, l'astronaute devient une tache brûlée, saturée, illisible. Donc on choisit l'astronaute, et le fond devient noir. Et ton cerveau dit « fond noir, air vide ». Mais si tu fais l'inverse, tu as un autre monde. Tu exposes pour le ciel. D'un coup, les étoiles apparaissent, parfois par milliers, et l'astronaute devient un fantôme sombre, un trou dans la lumière. Deux images du même endroit, deux vérités compatibles. Une seule réalité. Voilà le premier twist. Quand tu dis « l'espace est noir », tu décris surtout une décision d'exposition. Sauf que, il existe une situation encore plus perverse. Parfois, même si tu veux filmer les étoiles, tu ne peux pas. Pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'un ennemi invisible ruine le contraste.
la lumière parasite. Dans l'espace proche de la Terre, tu n'es pas dans un vide propre. Tu es dans un environnement lumineux, contaminé. La Terre elle-même brille. Elle réfléchit le soleil. Elle a des villes. Elle a des éclairs, des aurores. Elle a un halo. Et même quand tu es du côté nuit, même quand tu regardes loin, il existe des reflets internes dans les objectifs, des diffusions, sur des microparticules, des fuites de lumière. La moindre surface peut devenir un petit miroir. Et soudain, le noir disparaît non pas parce que l'univers est lumineux, mais parce que ton instrument est une boîte imparfaite. Deuxième twist, noir n'est pas seulement une absence de lumière. C'est un état rare où tu as réussi à éliminer toutes les fuites, tous les reflets, toutes les contaminations. Et ça, c'est très dur. Maintenant, reviens à l'expérience humaine. Tu crois que l'astronaute voit des étoiles dehors, tout le temps, comme dans les films? Pas forcément. Et c'est là que la frustration devient presque comique. Dans beaucoup de situations, il est en plein jour orbital. La lumière frappe la station, se réfléchit, inonde la visière. Le cerveau se protège. Les étoiles sont trop faibles, écrasées. Puis, à certains moments, quand l'éclairage se calme, quand il y a une zone d'ombre, quand l'œil a le temps, alors oui, le ciel peut devenir un gouffre rempli de points. Et ce gouffre n'est pas noir. Il est profond. Il est sombre. Mais il n'est pas vide. Tu vois la nuance? Elle est essentielle. Le noir absolu, c'est 0 photon. Le cosmos réel, c'est très peu de photons ici, énormément là-bas, et une soupe entre les deux. Et cette soupe, on va la goûter. Parce que plus on avance, plus on tombe sur des couches de lumière auxquelles on ne pense jamais. Pour l'instant, garde ceci comme une lame sous la langue. Si l'espace semble noir, c'est souvent parce que tu regardes depuis un endroit trop lumineux, avec des yeux trop adaptés à l'éblouissement, ou à travers une caméra réglée pour sauver un sujet brillant. Mais d'accord, tu vas me dire, même si l'espace est un peu lumineux, pourquoi on a l'impression que c'est noir sur presque toutes les images? Parce que notre intuition adore les contrastes simples. Et on a grandi avec une mise en scène, le cinéma a installé un langage visuel. Fond noir, étoile en point blanc, vaisseau bien éclairé, c'est beau. C'est lisible. Ça raconte une histoire. Mais la réalité est souvent moins lisible. Elle est plus sale, plus diffuse, plus subtile. Et c'est là que l'histoire devient inquiétante. Parce qu'on commence à toucher à une idée qui dérange. Parfois, le noir est une simplification volontaire. Pas pour mentir. Pour rendre le monde compréhensible. Sauf que ce choix visuel nous a reprogrammés. On ne croit plus à la lumière faible. On croit seulement à la lumière qui crie. Alors on va faire une chose. On va apprendre à écouter la lumière qui chuchote. Dans quelques instants, on va quitter l'œil humain et la caméra classique pour entrer dans un territoire où la lumière n'a plus besoin d'être visible pour exister. Là, le cosmos cesse d'être noir de manière définitive, presque insultante. Il devient un organisme. Il respire. Il vibre. Il rayonne dans des longueurs d'onde qui traversent tes os sans que tu les vois. Et plus tu comprendras ça, plus tu trouveras étrange, presque grotesque, notre obsession du noir. Mais avant de plonger, je veux te laisser avec une image simple, brutale, que tu peux ressentir. Imagine une salle immense. Les murs sont noirs. Le sol est noir. Au centre, un projecteur aveuglant. Si tu regardes le projecteur, tout le reste disparaît. Tu pourrais jurer que la salle est vide, que rien n'existe au-delà de cette lumière. Mais si tu caches le projecteur derrière ta main, si tu laisses tes yeux s'adapter, tu découvres des milliers de détails. Des poussières, en suspension, des reflets minuscules, des traces sur les murs, des silhouettes. La salle n'a pas changé. C'est toi qui as arrêté d'être ébloui. L'espace, c'est cette salle. Et le soleil, c'est ce projecteur. On a passé des siècles à regarder le projecteur. Maintenant, on va apprendre à cacher la lumière avec la main et à voir ce qui était là depuis le début. Parfait. Cache mentalement le projecteur derrière ta main. Parce qu'on va maintenant entrer dans le vrai ventre lumineux du cosmos. Celui que tes yeux ne voient pas et que ton intuition refuse d'admettre. Tu crois que la lumière, c'est ce qui te frappe la rétine, ce qui fait plisser les paupières, ce qui peint des ombres au sol. Mais ça, c'est juste une tranche ridiculement fine du spectre. Une bande étroite dans un océan. Le twist, celui qui te fait avaler ta salive, c'est que l'univers rayonne même quand il te paraît mort, même quand il te paraît vide,
même quand il te paraît noir. Et ce rayonnement n'a pas besoin de toi. Il existe sans ton regard. Il glisse sur ta peau, traverse les coques, traverse les vides, traverse parfois des planètes entières. Et il continue sa route comme si ta perception était un détail comique. Tu veux un fait qui claque comme une gifle? Le noir que tu vois dans l'espace n'est souvent que le silence d'un instrument mal accordé. Tes yeux, parce que l'univers n'émet pas seulement dans le visible, il émet en infrarouge, en ultraviolet, en micro-ondes, en rayons X, en gamma. Et là, la promesse, le cosmos est noir, s'effondre, parce que dans ces domaines, il est parfois aveuglant. Imagine qu'on te donne des yeux capables de voir l'infrarouge. Tu regardes une nébuleuse froide. Elle n'est pas noire, elle est une braise, une fumée chaude, un charbon qui respire. Tu regardes une galaxie. Ce n'est pas un disque sombre piqué de quelques étoiles. C'est une ville entière, un réseau d'autoroutes, thermiques, des zones de chaleur et de poussière qui s'allument comme des cicatrices. Tu regardes l'univers jeune, et tu découvres une lueur qui est partout, parfaitement uniforme, comme si l'espace lui-même avait une température, comme si le vide avait une mémoire. Et ce n'est pas une métaphore. Le vide a une mémoire lumineuse, parce qu'il reste quelque chose d'horriblement intime, d'horriblement cosmique, d'une époque où l'univers était si chaud et si dense que la lumière ne pouvait pas voyager librement. À un moment, l'univers s'est refroidi suffisamment pour que les photons cessent de se faire attraper en permanence. Ils ont été libérés, et ils sont toujours là, aujourd'hui, partout, comme un bruit de fond qui ne s'éteint jamais. Si tu pouvais l'entendre, ce serait un souffle constant. Si tu pouvais le voir, ce serait une brume uniforme. C'est une des raisons pour lesquelles l'idée du noir absolu dans l'univers ressemble à une blague cruelle. Même quand il n'y a aucune étoile dans ton champ de vision, l'espace n'est pas rien. Il est traversé par une mer de rayonnement, mais la magie noire de notre perception intervient. Ce rayonnement n'est pas dans ta bande visible. Donc ton cerveau le classe dans inexistant. Tu ne le vois pas, alors tu crois qu'il n'est pas là. C'est le même mécanisme qui te fait oublier ton nez jusqu'à ce que quelqu'un te le mentionne. Sauf qu'ici, ton nez fait la taille de l'univers observable. Maintenant, rapproche-toi. On va parler d'un détail qui fait grimacer. La poussière, encore elle, mais pas seulement comme diffuseur, comme imposteur. Parce que la poussière cosmique ne se contente pas de renvoyer la lumière du soleil. Elle fait mieux. Elle fabrique des illusions de noirceur. Quand tu vois une nébuleuse sombre, ces fameuses taches noires découpées sur un fond d'étoiles, tu as l'impression de voir un trou, une absence, une morsure dans le ciel. Ton cerveau adore cette idée. Là, c'est vide. Et pourtant, ces taches noires sont souvent l'inverse du vide. Ce sont des régions tellement pleines de matière, surtout de poussière et de gaz, qu'elles avalent la lumière derrière elles. Ce noir n'est pas un vide. C'est une saturation, un trop-plein. Voilà une image qui dérange. Ce que tu crois être un trou est parfois une masse, un nuage épais, un ventre de matière qui cache les étoiles comme un rideau sale. C'est comme si tu regardais une foule à travers une vitre et que tu disais « Là, il n'y a personne », alors qu'en réalité, quelqu'un a tiré un store. Le noir est un écran, pas un manque. Et là, l'histoire bascule vers quelque chose de plus dramatique. Parce que ces nuages sombres ne sont pas seulement des rideaux, ce sont des berceaux. Dans ces régions, des étoiles naissent. Le noir apparent est le masque d'une maternité cosmique. Ce qui ressemble à une absence est souvent une préparation. Tu sens la tension monter? On n'est plus dans « l'espace n'est pas noir parce qu'il y a des étoiles ». On est dans « le noir est parfois un mensonge », une silhouette de quelque chose d'extrêmement actif. Et ça devient encore plus tordu quand tu réalises que ce masque varie selon la longueur d'onde. Dans le visible, le nuage paraît noir. Il bloque la lumière. Dans l'infrarouge, il peut devenir translucide. Tu commences à voir à travers, comme si quelqu'un avait allumé une lampe derrière un drap. Et plus tu vas vers certaines fréquences, plus tu dévoiles l'intérieur. Des embryons stellaires, des jets de matière, des disques, un même endroit, 3 visions, 3 vérités. Alors quand quelqu'un te dit « cette partie du cosmos est noire », tu peux répondre « pour quel œil ? Pour quelle caméra ? Pour quelle fréquence ? L'univers n'est pas un tableau fixe, c'est un orchestre. Et nous, on écoute avec une oreille bouchée. Maintenant, je vais planter un clou encore plus profond. Même le noir, le plus célèbre de tous,
celui qu'on brandit comme preuve. Ultime est en réalité une frontière de technologie. Tu as déjà vu ces images incroyables où un télescope pointe vers une zone vide du ciel et où, après des heures de pause, le vide devient une forêt de galaxies. Ça ressemble à un tour de magie. Le noir se transforme en foule. Mais ce n'est pas un tour. C'est la nature du cosmos. Et le choc, c'est que cette forêt n'apparaît pas parce qu'on a changé l'univers. Elle apparaît parce qu'on a arrêté de cligner des yeux. Une longue exposition. C'est comme un cœur patient qui bat longtemps, qui accumule les photons un par un, comme on ramasse des miettes dans une pièce sombre. Ton œil, lui, est impatient. Il veut une image immédiate. Il veut de l'action. Il jette les miettes, une caméra en pose longue. Elle devient obsessionnelle. Elle garde tout. Elle additionne. Elle insiste. Et ce qui semblait noir, parce que trop faible, devient un paysage. On arrive à un point où le mot noir ne veut plus dire absence. Il veut dire seuil. Sous ce seuil, tu ne vois pas. Au-dessus, tu vois, le cosmos n'a pas changé. Ton seuil, oui, et dans cette idée se cache un twist plus psychologique. Notre cerveau confond « je ne détecte pas » avec « ça n'existe pas ». Cette confusion est pratique pour survivre au quotidien, mais elle est catastrophique pour comprendre l'univers. Parce que dans l'univers, l'essentiel est souvent faible. Lointain. Dilué. Imagine l'espace entre les galaxies. Tu te dis, là, c'est sûrement le noir total. Sauf que même là, tu as une somme de lumière. Des galaxies trop faibles pour être résolues individuellement. Des étoiles errantes. De la poussière, des rayonnements de fond. C'est comme une salle immense où des milliers de bougies sont allumées, mais si loin les unes des autres que tu ne vois pas chaque flamme, tu vois une lueur moyenne, une sensation, une lumière sans source identifiable. Et notre cerveau déteste ça. Il préfère classer ça en noir. Si on veut parler en images de cinéma, l'univers est un plan très large, très sombre, et on a tous les yeux collés sur une seule torche en avant-plan. On rate le décor. Maintenant, accroche-toi, parce qu'on va franchir une porte où l'espace devient non seulement pas noir, mais carrément agressif. On va parler du rayonnement qui ne cherche pas à être vu, celui qui ne flatte pas l'œil, celui qui te traverse, celui qui, s'il était visible, ferait hurler l'humanité. Dans l'espace, tu es bombardé par des particules énergétiques, certaines viennent du Soleil, certaines de l'extérieur du système solaire. Quand ces particules rencontrent des matériaux, elles peuvent produire des émissions secondaires. Elles peuvent exciter des atomes. Elles peuvent déclencher des scintillements. Le cosmos n'est pas une scène silencieuse. Il est traversé d'événements, et parfois, quand quelque chose explose, il ne brille pas dans le visible. Il hurle en rayons X, en gamma. Ce que tu appelles noir est parfois le rideau baissé devant un concert qui se joue dans un autre registre. Et là, je te donne une image viscérale. Si tu pouvais voir les rayons X comme tu vois la lumière visible, certaines régions du ciel seraient comme des plaies ouvertes, des zones qui pulsent, des endroits où la matière tombe dans des puits gravitationnels et chauffe à des millions de degrés, des lieux où l'univers ne chuchote plus. Il crie. Tu comprends pourquoi c'est important? Parce qu'on ne parle plus seulement de perception, on parle de la véritable nature de l'espace. Pas un vide noir, mais un milieu rempli d'énergie, de photons, de particules, de champs. Et ça nous ramène à cette idée dérangeante. Noir est souvent un confort visuel, une simplification, une façon de rendre l'immensité supportable. Mais la dramaturgie, ici, veut qu'on te retire ce confort. Alors on va te montrer un autre type de noir. Un noir qui, lui, est presque réel, mais qui a un prix. Tu as sûrement entendu parler des objets qui ne laissent pas échapper la lumière. Des zones où la gravité est si intense que même les photons ne peuvent pas s'enfuir. Tu penses, ah, enfin, le noir absolu. Sauf que même là, l'univers te vole ta certitude. Parce que ce type de noir n'est pas un noir de vide. C'est un noir d'emprisonnement. Et autour de lui, souvent, il y a un festin lumineux. Un disque de matière chauffée, des jets, des émissions qui traversent le spectre. Autrement dit, même quand tu rencontres l'endroit le plus noir par définition, l'univers te rappelle qu'il adore la lumière. Il l'empile autour du gouffre comme une guirlande autour d'un piège. Le noir, ici, n'est pas le décor. C'est le trou au centre d'un feu d'artifice. Et là, la tension dramatique monte encore d'un cran, parce qu'on arrive à une question qui ressemble à un crime. Si l'univers émet et diffuse autant,
Pourquoi la nuit sur Terre n'est-elle pas blanche? Pourquoi le ciel nocturne n'est-il pas uniformément lumineux, saturé par toutes les étoiles de l'univers? Tu sens la promesse? On est sur le point de résoudre un paradoxe ancien, un paradoxe qui, quand tu le comprends, change ta manière de regarder le ciel pour toujours. Mais avant de te le donner, je veux que tu ressentes le vertige. Si l'univers était infini, rempli uniformément d'étoiles éternelles, alors chaque direction de ton regard finirait sur la surface d'une étoile. Donc le ciel nocturne devrait être aussi brillant qu'une étoile. Et pourtant, il ne l'est pas. Le ciel est sombre. Pas noir absolu, mais sombre. Pourquoi? On garde cette bombe pour la suite, parce que c'est le pivot du récit. Le moment où la noirceur apparente cesse d'être un simple « manque » et devient un indice sur l'âge, la structure et l'histoire de l'univers. Et je te promets un twist. La raison pour laquelle la nuit est sombre n'est pas parce qu'il n'y a rien. C'est parce que l'univers a une limite temporelle, une histoire, et un passé incandescent qui laisse encore des traces. On va transformer un cliché en preuve. On va faire du noir un témoin. Et une fois que tu auras ça, tu verras que la phrase « l'espace est noir » est comme une inscription sur une pierre tombale. Mais la tombe, elle, est vide, parce que l'univers n'est pas mort. Il est juste en train de devenir visible autrement. Alors voilà, on tient la bombe dans la paume. Et quand on l'ouvre, ce n'est pas seulement pourquoi le cosmos n'est pas noir. C'est pourquoi ton existence a pu se fabriquer une nuit. Imagine un juge cynique, un vieux juge cosmique qui te dit « Si l'univers est rempli d'étoiles, pourquoi le ciel nocturne n'est-il pas une fournaise blanche? Pourquoi chaque centimètre carré du ciel n'est-il pas un visage d'étoile collé à ton regard ?» C'est une question qui a l'air innocente, mais elle te met un couteau sous la gorge, parce qu'elle force l'univers à avouer ses secrets. Et l'univers, quand il avoue, il le fait avec violence. Le raisonnement est simple, presque insultant de simplicité. Si tu regardes dans n'importe quelle direction, et que l'univers est infini, rempli d'étoiles partout, éternel et statique, alors ton regard devrait finir par rencontrer une étoile. Pas forcément proche, mais quelque part, et plus loin il y a des étoiles, plus elles remplissent le ciel. Résultat, le ciel devrait être uniformément brillant, pas un peu lumineux. Brillant comme la surface d'une étoile. Or la nuit n'est pas comme ça, elle est sombre. Pas totalement noire, on l'a déjà compris. Une vraie nuit a une lueur, une profondeur, un fond. Mais elle n'est pas un mur blanc. Donc quelque chose casse le raisonnement. Et ce quelque chose n'est pas un détail. C'est l'histoire même de l'univers. Premier coup de théâtre. L'univers n'a pas eu tout le temps du monde pour remplir ton ciel de lumière. La lumière a une vitesse. Et cette vitesse n'est pas seulement un chiffre, c'est une limite narrative, une barrière dramatique, une frontière de visibilité. Quand tu regardes loin, tu regardes dans le passé. Plus loin, dit plus vieux. Il existe donc un horizon, une distance au-delà de laquelle la lumière n'a tout simplement pas eu le temps de venir jusqu'à toi. Le ciel nocturne est sombre parce qu'il n'a pas été alimenté éternellement. Il n'a pas eu une durée infinie pour se saturer. Tu vois ce que ça fait à l'idée du noir? Ça la transforme en preuve temporelle. La nuit n'est pas sombre parce qu'il n'y a rien. Elle est sombre parce que le cosmos a un âge. Mais ça, c'est seulement le premier verrou. Parce que même avec un univers jeune, on pourrait imaginer que toutes les étoiles visibles suffisent à rendre le ciel beaucoup plus brillant qu'il ne l'est. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Deuxième coup de théâtre. L'univers s'étire. Il gonfle. Il s'ouvre. Et quand il s'ouvre, il fait quelque chose de pervers à la lumière. Il l'étire aussi. Ce n'est pas une poésie. C'est mécanique. La lumière qui voyage dans un univers en expansion voit sa longueur d'onde s'allonger. Elle perd de l'énergie. Elle se décale vers le rouge, puis vers l'infrarouge, puis parfois vers des domaines que tes yeux ne verront jamais. Tu peux l'imaginer comme ça. L'univers est une bouche qui mâche les photons. Pas pour les détruire, non, pour les diluer, pour les fatiguer, pour les refroidir. Donc même quand il y a énormément de lumière produite au loin, une partie arrive chez nous, amaigrie, ralentie en énergie, déplacée hors du visible. Ce qui, pour tes yeux, ressemble à noir, n'est souvent qu'une lumière devenue invisible. Et là, l'ironie est monstrueuse. Le cosmos peut être lumineux, tout en te semblant sombre, parce que la lumière a changé de costume en route. Mais il y a un troisième verrou, et celui-là est presque répugnant, parce qu'il a une texture.
La poussière, encore, mais pas comme avant. La poussière ne fait pas que diffuser, elle avale, elle digère, elle transforme. Beaucoup de lumière des étoiles, surtout dans certaines régions denses de galaxies, est absorbée par des grains de poussière. Et cette poussière, chauffée, réémet l'énergie, mais sous une autre forme, principalement en infrarouge. Donc une partie de la lumière qui aurait pu rendre le ciel visible plus brillant est recyclée dans une bande où ta rétine est sourde. C'est comme si l'univers organisait une fête gigantesque derrière une porte. Et que toi, tu restais dans le couloir en disant « Il ne se passe rien ». Non, tu n'entends juste pas la musique. Résumons la trahison en 3 morsures, parce que c'est là que le suspense devient clair. L'univers a un âge. Tout n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à nous. L'univers s'étend. La lumière lointaine est étirée et perd de l'énergie, souvent hors du visible. La matière entre les sources et nous, poussière, gaz, absorbe et transforme une partie de la lumière. Et maintenant, tu peux respirer, mais pas longtemps, parce que le vrai twist, celui qui te retourne l'estomac, c'est que malgré tout, ça, le cosmos n'est toujours pas noir. Il existe une lueur cosmique diffuse qui vient de la somme de milliards de galaxies trop faibles pour être distinguées individuellement. Une brillance de fond, comme un murmure collectif. On peut l'appeler une lumière de fond extragalactique. Un halo de photons accumulés, pas en un point, mais partout. Tu ne la vois pas comme tu vois une étoile, parce que ton cerveau veut des points, des bords, un objet. Mais cette lueur existe comme une pression lumineuse, une densité de photons, et voilà la scène mentale. Tu es dans une cathédrale immense. On a éteint les lustres. Il n'y a aucune lampe visible. Tu dis, noir, mais quelqu'un a allumé, derrière chaque vitrail, une minuscule bougie. Une par une, ça ne fait rien. Ensemble, ça fait une présence, une lueur. Le cosmos ressemble plus à ça qu'à un gouffre vide. Alors pourquoi on ne la voit pas facilement? Parce que nous vivons dans un endroit où l'éclairage local est un tyran. Le soleil, la terre, notre atmosphère, la lumière artificielle, même la poussière du système solaire qui renvoie la lumière, tout ça pollue notre perception du fond cosmique, comme si tu essayais d'entendre un chuchotement au milieu d'un concert. Et là, tu comprends un autre point crucial. Noir est souvent un jugement local, prononcé depuis une planète sale. Tu veux une image choc? Imagine que tu es dans une cuisine, la hotte allumée, les néons au plafond, et que tu dis « Je n'entends pas la mer ». Évidemment, ce n'est pas que la mer n'existe pas, c'est que tu es au mauvais endroit, avec trop de bruit. La noirceur du ciel est parfois notre bruit. Maintenant, je t'emmène vers une zone où le récit devient presque cruel, parce qu'on va parler d'un truc que les gens ne veulent pas entendre. Même le vide a une température, pas la température, il fait froid. La température comme signature d'énergie. L'espace, même loin de tout, est baigné par un fond de rayonnement qui correspond à une température très faible mais non nulle, une chaleur fantôme. Ça veut dire qu'il est faux, profondément faux, de penser le cosmos comme une salle parfaitement éteinte. C'est plutôt une salle où la lumière a été refroidie, diluée, étirée, mais jamais annulée. Et ça nous amène au moment dramatique. Si tu pouvais vraiment éteindre toutes les lumières locales, si tu pouvais retirer le soleil du cadre, cacher la terre, couper les reflets, faire disparaître les pollutions, à quoi ressemblerait le noir? Il ne serait pas noir, il serait gris. Un gris cosmique extrêmement sombre mais pas nul. Une texture, une granulation, une peau faite de photons. Et maintenant, la dramaturgie exige qu'on appuie là où ça fait mal. Nos images mentales du cosmos sont construites sur une erreur de langage. On dit noir comme on dit vide. Mais noir n'est pas vide. Noir, c'est souvent lumière trop faible pour mon système de détection actuel. Et cette phrase est la clé de tout. Parce que dès que tu acceptes ça, tu réalises que le cosmos n'a jamais été naturellement noir au sens naïf. Il est seulement difficile à lire, parce qu'il joue sur des échelles gigantesques et des intensités absurdes. Et maintenant, je te donne un twist qui ressemble à une scène d'horreur. Ce que tu appelles obscurité est parfois un endroit où la lumière est partout, mais où elle vient de si loin et est si étirée qu'elle ne ressemble plus à de la lumière. C'est comme si l'univers avait pris le feu et l'avait transformé en cendre froide, sans jamais le laisser mourir. Tu veux une vision? Imagine un champ de bataille après l'incendie. Tout est sombre. Tu crois que le feu est mort? Mais si tu avais des yeux thermiques,
tu verrais encore des braises, des veines de chaleur, des traces rouges sous la cendre. Le cosmos, c'est ce champ de bataille. On croit que c'est noir, mais c'est parce qu'on regarde avec le mauvais sens. Et là, la tension monte vers la fin de cet acte, parce qu'on doit affronter la question la plus humaine. Alors, est-ce qu'on nous a menti? Non, mais on s'est menti à nous-mêmes, par confort. Le noir est simple, le noir est esthétique. Le noir est un décor parfait pour raconter des histoires de vaisseaux et de héros. Mais l'univers réel est plus étrange. Il refuse la pureté. Il préfère la contamination. La poussière, le rayonnement diffus, les fonds lumineux, les émissions invisibles, les transformations de fréquences. Il préfère les nuances aux grands contrastes. Et maintenant, garde ce clou. Si la nuit est sombre, c'est parce que l'univers a une histoire. Donc, si tu comprends la noirceur, tu comprends le temps. Et c'est exactement là que je veux t'emmener ensuite. Vers un endroit où noir n'est plus seulement un seuil ou une illusion, mais un outil, une arme scientifique. On va parler de comment on mesure cette lueur de fond, comment on sépare la lumière locale de la lumière cosmique, comment on traque les photons perdus comme des miettes dans une maison hantée, et surtout, on va aboutir à une conclusion qui fait mal. Le noir absolu n'est pas seulement rare. Il est peut-être impossible à expérimenter, complètement, parce que même si tu enlèves toutes les sources, tu restes dans un univers qui a laissé des traces lumineuses partout. Ce n'est pas un vide, c'est une mémoire. Je te laisse avec une dernière image, comme un crochet avant la suite. Tu es dans une pièce supposée totalement noire. Tu fermes tout, tu éteins tout, tu attends. Et pourtant, dans cette pièce, il reste toujours un bruit. Le bruit de ton propre corps, de la chaleur, des matériaux qui rayonnent, des particules qui bougent. Le noir absolu est une idée, la réalité est un murmure. Le cosmos est ce murmure, mais à l'échelle infinie. Bien, maintenant on va terminer ce voyage comme on termine une histoire dangereuse, en retournant l'arme vers nous-mêmes. Parce que le dernier acte, le plus cruel, c'est celui où tu comprends que le noir n'est pas une couleur du cosmos. C'est une décision, parfois une décision de ton œil, parfois une décision de ta caméra, et parfois une décision de notre civilisation entière qui préfère le mythe à la nuance. Tu te souviens de la salle immense avec le projecteur? On va la revisiter. Mais cette fois, on va arrêter de se contenter de cacher la lumière. On va apprendre à mesurer l'obscurité, à la disséquer, à la forcer à parler. Parce que l'obscurité, en astronomie, n'est jamais un silence. C'est un bruit de fond. Et ça, c'est déjà un choc. Quand tu vises le noir, tu récoltes des photons. Toujours. Ton détecteur, même dans le calme, reçoit des impacts. Un peu de lumière parasite, un peu de rayonnement de fond, un peu d'émission thermique de ton instrument, parfois des particules cosmiques qui frappent le capteur et dessinent des traces comme des griffures. Même ton télescope voit quelque chose quand tu penses qu'il ne devrait rien voir. Alors comment on fait pour entendre le murmure cosmique au milieu de ce vacarme? On triche. Mais une triche noble. On compare, on soustrait, on empile, on observe longtemps, on observe ailleurs, on observe encore. On ne cherche pas le noir, on cherche la différence entre plusieurs noirs, et c'est là que l'univers se fait attraper. Imagine un voleur qui se déplace dans l'ombre. Tu ne peux pas le voir directement, mais tu peux voir qu'il manque quelque chose. Tu peux voir que la poussière dans l'air se déplace. Tu peux voir un reflet minuscule sur une lame. Le cosmos, on le traque comme ça, par traces, par résidus, par lueur. Et maintenant, twist. Parfois, ce qui nous apprend le plus sur l'univers, ce sont précisément les zones qui semblent les plus sombres. Parce que sombre ne signifie pas vide. Souvent, ça signifie plein mais opaque. Souvent, ça signifie plein mais froid. Souvent, ça signifie plein d'une lumière que tu ne vois pas. Alors on équipe nos yeux avec des prothèses. On fabrique des instruments qui voient en infrarouge, en ultraviolet, en rayons X, en ondes radio. Et là, l'espace cesse d'être une toile noire. Il devient un organisme multicouche, comme si tu passais d'une simple radiographie à une IRM, à un scanner, à une carte thermique, à une carte des vents. Tu croyais regarder un décor? Tu regardais un corps. Et ce corps, il a des cicatrices. Il a des filaments de gaz. Il a des bulles, des coquilles, des fronts de choc. Il a des régions où des étoiles naissent dans le secret, cachées sous des rideaux de poussière. Il a des endroits où la matière tombe, s'échauffe,
et émet dans des domaines invisibles. C'est exactement pour ça que l'espace n'est pas noir. Parce que le cosmos est actif même quand il se cache. Mais là, je veux t'emmener dans une scène presque intime, presque répugnante, parce qu'elle détruit une illusion romantique. La nuit. Parfaite. Celle des affiches, celle des films, celle des fonds d'écran. Tu veux voir le cosmos non noir, à l'œil nu? Alors il faut enlever quelque chose de ton environnement. La lumière artificielle. Et ça, ce n'est pas seulement un problème esthétique. C'est un problème existentiel, parce que notre civilisation a allumé une seconde atmosphère. Une atmosphère de photons, une brume humaine. On a fabriqué un voile lumineux qui remonte vers le ciel, se diffuse et efface le murmure des galaxies. Ce voile, c'est comme du gras sur une vitre. Et plus tu le frottes, plus tu réalises qu'il est partout. Tu crois regarder l'univers, mais tu regardes l'éclairage de ton propre monde. Et c'est là qu'arrive la sensation de dégoût promise par le début. On a pris le cosmos, l'un des rares endroits où l'humanité pouvait sentir sa petitesse, et on l'a sali avec nos lampadaires. On a installé une poussière lumineuse domestique au-dessus de nos têtes. Ce n'est pas seulement triste, c'est grotesque. C'est comme peindre en blanc les vitres d'une cathédrale parce qu'on a peur du noir. Tu veux un retournement émotionnel? Le voilà. Le cosmos n'a pas besoin d'être noir pour être sublime. Mais nous, on a besoin de l'obscurité pour voir sa lumière. On arrive à un point paradoxal. L'espace n'est pas noir. Et pourtant, pour le percevoir, il faut apprendre à retrouver le noir. À le fabriquer, à le protéger, un noir local, une absence de pollution, une discipline. Maintenant, on va serrer le nœud final. Qu'est-ce que ça veut dire, noir, au sens physique le plus strict? Un noir absolu serait un endroit où aucun photon, dans aucune direction, dans aucune fréquence, ne vient frapper un détecteur. Mais dès que tu poses un détecteur, il chauffe un peu. Il émet en infrarouge. Dès que tu existes dans l'univers, tu es immergé dans un fond de rayonnement. Dès que tu as une matière autour, il y a des particules, des champs, des interactions. Le noir absolu devient alors une idée limite, comme un zéro parfait. Utile en théorie, presque impossible à toucher parfaitement. Ce qui veut dire que la phrase « l'espace est noir » se trompe de cible. L'espace n'est pas une absence, c'est une présence extrêmement diluée. Alors, pour terminer, je veux te donner une révélation qui sert de conclusion dramatique et de twist final. Le cosmos n'est pas noir, parce que le noir est un privilège rare, pas l'état naturel. Le noir, c'est ce qui apparaît quand tu ne laisses pas le temps à ta vision de s'adapter. Tu exposes ta caméra pour des surfaces très lumineuses. Tu regardes près d'une source dominante comme le soleil. Tu laisses la lumière parasite contaminer le signal. Ou tu vis sous une cloche de lumière artificielle. Le noir, c'est un effet secondaire. Et maintenant, la mini-histoire du début revient, mais sous une autre forme. Souviens-toi de l'odeur métallique, de cette trace sale du vide qui s'accroche à un gant. Ce n'était pas la preuve d'un néant, c'était la preuve d'un contact, d'un dehors qui laisse une signature. Le cosmos, pareil. Il laisse des signatures lumineuses partout. Le problème, c'est que nous confondons « je ne vois pas la signature » avec « il n'y a pas de signature ». Alors la question n'est plus « pourquoi l'espace n'est pas noir ?» La question devient « pourquoi avons-nous autant envie qu'il le soit ?» Parce que le noir nous rassure. Il nous donne l'impression qu'il y a une frontière claire entre nous et le reste. Le noir dit « ici, c'est vide, donc ici, c'est simple ». Mais l'univers n'est pas simple. Il est rempli de choses invisibles à tes sens. Rayonnement, poussière, champs, gaz raréfiés, photons étirés, mémoire de chaleur ancienne. Le cosmos refuse de se laisser réduire à une couleur. Et si tu veux une image finale qui frappe comme un arrêt cardiaque doux, l'espace n'est pas un rideau noir derrière les étoiles. L'espace est une mer. Et les étoiles ne sont pas des bijoux posés dessus. Ce sont des phares dans le brouillard. Un brouillard de lumière froide, de photons fatigués, d'échos du passé. Un brouillard si faible que ton œil l'appelle noir. Mais un brouillard bien réel, si tu avais un autre regard, tu le verrais comme on voit une respiration. Alors la prochaine fois que tu vois une photo où tout autour est noir, pose-toi la seule question qui compte, la question qui rend le monde vivant. Qu'est-ce que l'image a choisi de me cacher, pour me montrer autre chose? Et là, d'un coup, la nuit devient plus honnête. Elle cesse d'être un vide. Elle devient un voile. Et derrière ce voile, l'univers ne s'éteint pas. Il murmure. Il rayonne.
Il attend que tu apprennes à écouter.